Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Impact, votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, le recyclage automobile. Nous recevrons dans un instant des acteurs phares de la filière qui nous expliquera comment et pourquoi faut-il recycler son véhicule en fin de vie. Dans notre débat RSE du jour, une question. Les entreprises du tabac peuvent-elles être responsables, qualifiées de polluantes, dangereuses pour la santé? Nous décrypterons avec nos deux experts les efforts, suffisants ou non, ils nous le diront, des géants de l'industrie du tabac. Enfin, notre bonne idée du jour est celle de la start-up Eco Brand Bean, ou le nouveau goodies d'entreprise éco-responsable, une nouvelle manière pour une entreprise de communiquer sur ses engagements environnementaux. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre invitée du jour est Isabelle Vivant, responsable recyclage marché particulier et collectivité chez Indra Automobile Recycling. Comme son titre l'indique, nous parlerons de recyclage automobile, un enjeu environnemental majeur, et nous sommes ravis d'accueillir un des principaux acteurs de la filière en France. Bonjour Isabelle Vivant. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Impact. Quand l'économie circulaire est-elle apparue dans cette filière de l'automobile ? C'est une filière qui existe depuis longtemps finalement. Si je vous parle de casse auto, ça remonte à quelques dizaines d'années. Donc c'était une filière existante effectivement, mais peu structurée. Et peu consciente. Peu structurée en France ou dans le monde aussi de manière générale ? De façon, je dirais, à peu près équivalente dans le monde. Tout le monde sait où trouver de la pièce de remploi, puisque c'était vraiment ça le sujet. Aujourd'hui, on a une conscience plus forte qui nous amène à... Enfin, c'est le Code de l'environnement qui considère le véhicule hors d'usage comme un déchet dangereux. Donc ça, c'est une réglementation européenne qui a émergé dans les années 2000 à peu près et qui ne cesse d'évoluer là depuis 20 ans. Pourquoi le recyclage des automobiles est-il un enjeu environnemental majeur selon vous ? Alors, quand on parle d'automobile et d'environnement, on parle surtout d'émissions de CO2, et de véhicules électriques et de recyclage des batteries. On oublie plus largement le cycle de vie de ce véhicule et notamment la destruction, sa fin de vie. Un véhicule hors d'usage, c'est donc un déchet dangereux. Il contient des substances, des matières toxiques qu'il faut prendre en charge de façon à réduire l'enfouissement des déchets dangereux. Oui, il y a un enjeu de pollution des sols. Très clairement, bien sûr, oui. Pollution des sols, et puis on ne peut pas... Qu'est-ce qui se passait avant qu'on prenne conscience de cette problématique? C'est que lorsqu'on remettait un véhicule dans un broyeur, très clairement, à la sortie du broyeur, vous aviez ce qu'on appelle un résidu de broyage automobile, dans lequel était... Donc là, vous parlez avant le recyclage automobile. On broyait les voitures. On les prenait telles quelles, comme on le voit un petit peu dans les films. Et finalement, on avait à la sortie du broyeur un amas de substances, de matières dangereuses qu'on enfouissait. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de surfaces nécessaires pour ces enfouissements. Donc, l'Europe a décidé de se saisir du dossier et de se dire plutôt que d'enfouir ces matières, on va les prélever, en fait. Et on va trouver des filières de recyclage pour les traiter, tout simplement. Quel pourcentage aujourd'hui de la masse d'une voiture est recyclable ? 95%. 95% de la voiture est recyclable. Et comment, qu'est-ce qu'on en fait de ces parties recyclables ? Comment on les transforme ? Expliquez-nous. Alors, vous avez plusieurs choses. Vous avez des matières, comme les métaux ferreux, non ferreux, le plastique, qui vont devenir des matières premières dites secondaires. Et puis, vous avez toutes les substances polluantes qui, elles, vont partir dans d'autres filières de traitement pour les remettre également après dans le circuit. Un autre exutoire, c'est la pièce de remploi, bien sûr, pour des véhicules plus récents. Il faut savoir qu'un véhicule hors d'usage aujourd'hui, il a à peu près 19 ans et que vous avez en moyenne 1,5 million de véhicules qui arrivent en fin de vie chaque année en France. Combien d'acteurs êtes-vous d'ailleurs sur ce segment du recyclage automobile ? Parce que là, on parle de chiffres qui sont assez impressionnants, en effet. Tout à fait. Combien êtes-vous sur ce segment ? Il y a 1700 centres VHU, donc pour véhicules hors d'usage agréés en France. Donc, ils forment un réseau très, très, très maillé d'opérateurs. Et ce sont les seuls habilités à prendre en charge ces véhicules.
pour les dépolluer et les recycler. J'aimerais qu'on dise un mot, Isabelle Vivant, sur la prise de conscience, peut-être des acteurs, des constructeurs automobiles, mais aussi des particuliers. Là, ça vous intéresse. J'aimerais que vous disiez un mot sur Goodbye Car, qui est un service qui vient aujourd'hui enlever le véhicule, c'est ça, directement chez le particulier. On fait un devis, il vient retirer. Expliquez-nous exactement comment ça marche. C'est une de vos filiales. Oui, tout à fait. Donc Goodbye Car, c'est une marque de la société Indra, qui est leader sur toute la filière du recyclage automobile en France et maintenant à l'étranger, et qui a pour vocation de faire connaître cette filière agréée auprès des particuliers qui souhaitent se débarrasser de leur véhicule. Donc vous avez, je pense que vous le voyez également à Paris, des affiches sur les feux rouges qui proposent des services d'enlèvement et de prise en charge des véhicules hors d'usage. Il faut savoir que cette fin de vie est extrêmement réglementée, et que vous pouvez être passible d'amende, voire d'emprisonnement, si vous remettez votre voiture à n'importe qui. Donc tout propriétaire qui soit professionnel, et ça c'est le métier d'Indra, d'apporter des solutions aux professionnels de l'automobile ou particuliers, doit absolument remettre son véhicule dans un centre agréé par la préfecture. C'est important de faire de l'information, de la pédagogie, c'est ça que vous nous dites? C'est essentiel, c'est pour ça qu'on a créé Goodbye Car, parce qu'on ne peut pas réprimer, je dirais, les activités illégales. Le gouvernement n'en a pas les moyens non plus. Donc on s'est dit, on va le faire à l'envers. On va faire connaître cette filière et créer un service accessible sur Internet qui va offrir à la fois l'enlèvement du véhicule, une petite valeur de rachat. Donc on vient chez le particulier, on estime la valeur du véhicule. Alors en fait, tout se fait en ligne. La première expérience se fait en ligne, c'est très simple. Vous allez sur Internet, vous tapez Goodbye Car, vous allez donner quelques renseignements sur votre véhicule, son état, etc. Et on va immédiatement vous proposer donc une valeur de rachat et un service d'enlèvement du véhicule, en fait. Donc qui est gratuit sur 15 km et qui, je crois que le forfait est de 45 € au-delà de 15 km. On va vous indiquer le centre VHU agréé Indra Goodbye Car le plus proche et vous allez être mis en relation avec ce professionnel. Donc lui, il va venir chercher la voiture. Vous pouvez également l'amener. On a un bonus de 30 € pour la dépose du véhicule. Et vous allez réaliser l'ensemble des formalités administratives avec lui. Et il va vous délivrer, et c'est ce qui est très très important, le fameux certificat de destruction du véhicule. Parce que votre véhicule, il va être dépollué, recyclé, donc physiquement détruit, mais également administrativement détruit. C'est important puisque vous êtes propriétaire du véhicule et s'il n'est pas détruit, vous pouvez être embêté plus tard. Comme ça, on a la preuve avec ce certificat. Exactement. Combien de véhicules traitez-vous par an chez Indra? Juste pour précision, c'est un certificat qui est aujourd'hui exigible pour monter son dossier de demande de prime à la conversion. D'accord. Et de bonus, notamment pour les véhicules hybrides et électriques. Si on a le temps, on dira d'ailleurs un petit mot peut-être sur le rôle des pouvoirs publics sur cette question de recyclage automobile. Combien traitez-vous donc de véhicules par an chez Indra à peu près? Alors Indra, un des métiers d'Indra, c'est d'animer un réseau national de centres VHU agréés, de casse auto. Il y en a à peu près, nous en avons à peu près 350 en France. Et son rôle, c'est, à travers ce réseau, de faire prendre en charge l'ensemble des véhicules qui peuvent nous être confiés par des particuliers ou des professionnels. Un mot sur les parties prenantes. On parlait tout à l'heure des particuliers. De quelle manière travaillez-vous avec les constructeurs automobiles? Alors, on est en lien étroit, bien sûr, avec les constructeurs sur des questions d'éco-conception. Parce qu'il faut prendre ça aussi depuis le début, j'imagine, depuis le début de la chaîne. Tout à fait. Donc, les constructeurs, dans le cadre de cette réglementation sur le véhicule hors d'usage, ont des contraintes d'éco-conception. Donc, on travaille avec eux. Nous avons un service ingénierie qui est dédié, entre autres, à cette activité. On travaille sur la recyclabilité, finalement, des véhicules. Ces mêmes constructeurs ont l'obligation d'avoir, sur le territoire français, un réseau de centres VHU suffisamment maillés pour que chaque propriétaire de voiture puisse s'en débarrasser dans un rayon de 50 km. Donc, vous voyez, c'est très, très précis. C'est réglementé, c'est des réglementations européennes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à la base, oui, à la base, c'est une réglementation européenne, mais qui est appliquée après par décret dans chaque pays.
Il nous reste une vingtaine de secondes. Le rôle des pouvoirs publics, il vous aide dans votre travail, dans votre activité? Alors, il y a des campagnes, effectivement, qui ont été faites, mais c'est très difficile de toucher le grand public. Il faut le faire sur de longues périodes. Donc, ce que nous souhaiterions, bien sûr, c'est que de la même façon qu'on sait aujourd'hui comment se débarrasser d'autres déchets, déchets d'équipements électroniques, déchets d'emballage, on sache aussi que sa voiture, il faut la remettre chez un centre VHE Agri. Il faut continuer d'informer, c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui sur notre plateau et on est ravis. Merci beaucoup Isabelle Vivant d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc responsable recyclage marché, particulier et collectivité chez Indra Automobile Recycling. Tout de suite, on passe à notre débat RSE du jour. On parle de la responsabilité des entreprises du tabac. Smart Impact, dans le débat RSE, aujourd'hui on pose la question, les entreprises du tabac peuvent-elles être responsables? Elles essayent, en tout cas depuis plusieurs mois maintenant, de communiquer sur leur politique de responsabilité sociale et environnementale. Le géant Philip Morris, par exemple, était même présent au salon annuel des entreprises responsables. Pour débattre avec nous aujourd'hui, Pascal Dietelme, administrateur du CNCT, Comité national contre le tabagisme et ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Karine Galopel-Morvan, professeure des universités à l'École des hautes études en santé publique et spécialiste du marketing des cigarettiers, est également avec nous en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Il nous fallait bien deux experts pour répondre à cette question difficile, même un peu polémique. Pascal, RSE et tabac, ce n'est pas antinomique? Oui, c'est antinomique. Et en fait, ce n'est pas vraiment une question polémique. C'est une question qui fait l'objet d'un très large consensus, parce que vous avez l'ONU, l'OMS, l'Organisation internationale du travail, vous avez des organisations des droits de l'homme qui se sont penchées sur cette question et qui ont répondu d'une façon catégorique. Il y a incompatibilité entre responsabilité sociale et les entreprises du tabac. Donc, c'est une question largement résolue. La seule chose, c'est que cette industrie, naturellement, continue d'entretenir la controverse sur ce sujet, comme elle fait d'ailleurs sur tout ce qui la gêne. L'industrie du tabac n'est pas une industrie comme les autres, selon vous? Non. En fait, cette industrie, elle a été exclue du Pacte mondial, qui est un groupement qui rassemble toutes les entreprises qui s'engagent dans la responsabilité sociale. Philip Morris s'était engagé en 2015 et en 2017, l'ONU a exclu Philip Morris, assimilant Philip Morris aux fabricants d'armes bactériologiques, aux fabricants de mines antipersonnelles. Donc, vous voyez à quel niveau on se trouve. Karine Galopel-Morvan, ce que font les entreprises du tabac actuellement, il s'agit de greenwashing, selon vous? Oui, alors on le sait assez facilement parce que si on regarde la façon dont ces entreprises manient le lobbying et la RSE depuis plusieurs années, en fait c'est assez récurrent. On a eu exactement les mêmes stratégies dans les années 70. Donc là, la grande bataille de l'industrie du tabac, c'est de montrer aux fumeurs et de leur faire croire qu'il existe une troisième voie en fait moins risquée et que surtout l'idée par rapport aux deux premières voies qui est donc d'arrêter de faire de la prévention et d'arrêter de fumer, bien en fait il y a une troisième alternative pour que les fumeurs continuent à adopter leur habitude. Donc là l'industrie du tabac a lancé par exemple la cigarette à chauffer qui donc par exemple pour Philip Morris c'est la marque IQOS qui fait l'objet de nombreuses publicités. Alors c'est intéressant donc ça évidemment ces stratégies c'est surtout pour éviter que les gens arrêtent de fumer et pour se donner une meilleure image en disant nous on veut vraiment un monde sans fumée, on veut vraiment produire des alternatives beaucoup moins risquées pour la santé pour les fumeurs. Donc c'est ce que la présidente de Philip Morris explique. Karine Galopel-Morvan, est-ce que les cigarettiers, les entreprises du tabac travaillent aussi à modifier les cigarettes déjà existantes? Ça, c'est ce qu'on a aussi envie de savoir. Elles travaillent donc sur des alternatives. Est-ce qu'elles travaillent également sur, par exemple, rendre le mégot biodégradable? Est-ce qu'elles travaillent aussi là-dessus? Alors, elles travaillent sur les cigarettes déjà existantes, mais pas forcément pour améliorer leur nocivité et réduire leur nocivité. En fait, le travail qui est fait sur les cigarettes aujourd'hui par l'industrie du tabac, c'est beaucoup autour des goûts,
Il y a eu un gros succès planétaire qui sont les cigarettes à capsule, où il s'agit en fait d'intégrer une capsule dans la cigarette et les fumeurs peuvent cliquer ou pas sur la capsule pour avoir un goût à la menthe, au menthol, etc. C'est un énorme succès commercial dans le monde entier. Donc ça, c'est des exemples de travail sur la cigarette que réalise l'industrie du tabac, mais ça, on n'est pas du tout dans la RSE, on est au contraire pour l'augmentation des marchés et des parts de marché. Pascal Dietelm, vous êtes d'accord avec ça? Les pratiques de lobbying, de publicité massive envers les jeunes, ce n'est pas compatible avec une politique RSE? C'est pas compatible, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ce marché, le marché de la cigarette, est sur le déclin. En fait, en quelque sorte, c'est un produit déjà du passé et qui n'attire plus beaucoup les jeunes qui sont plus attirés par leur téléphone portable. Et finalement, avoir une cigarette dans la main, c'est incompatible avec le fait d'avoir un téléphone portable dans la main. Et c'est sur le déclin et ça les affole beaucoup. D'une part. Et d'autre part, ils ont une très mauvaise image. Et donc, ils essayent de concilier à la fois l'un et l'autre, c'est-à-dire de rehausser leur image tout en reprenant la main sur de nouveaux marchés. Par exemple, il y a le marché de la cigarette électronique qui leur a échappé totalement et ils essaient de le reprendre sous forme de la voie, disons, Nespresso, sous forme de capsule, dont ils voudraient faire une sorte de monopole pour mettre un petit peu sur la touche le marché de la cigarette électronique traditionnelle. Mais le PDG de Philip Morris s'en vante même en disant, il parle même d'arrêter le marché de la cigarette d'ici 15 ans. Pourquoi ce positionnement selon vous? Bon, il ne faut pas croire les promesses de Philip Morris. Ils ne les ont jamais tenues. Et malgré tout, leurs profits proviennent essentiellement de la cigarette. Ils ne sont pas prêts de renoncer à ces profits. Par contre, ce qui les intéresse, eux, c'est de reprendre la main sur une partie des taxes qui sont absorbées par la cigarette. Et pour ça, ils doivent présenter impérativement leurs nouveaux produits comme étant moins nocifs. Pour dire, voilà, comme il est moins nocif, il faut moins le taxer. Mais ce qui les intéresse, c'est cette espèce de pot d'or qui sont les taxes. Et ils aimeraient reprendre une partie de ces taxes, puisque leur marché est déclinant. Même quand on ajoute les nouveaux produits aux anciens produits, ça reste un marché déclinant. En parlant des taxes, est-ce que c'est efficace, selon vous, Pascal Dietelm? Oui, c'est très efficace. C'est même la mesure la plus efficace. Vous pouvez demander au professeur Galopel, qui est une experte là-dessus. C'est la mesure considérée comme la plus efficace, pour autant qu'elle ne soit pas prise en isolation. Et pour autant que les taxes soient avec des accroissements substantiels. Karine Galopel-Morvan, vous êtes d'accord avec ça? Les taxes sont donc efficaces. Est-ce que c'est à l'État aussi d'imposer peut-être encore plus de normes que des taxes? Oui, alors tout à fait, c'est un produit, enfin c'est une mesure essentielle, notamment pour les jeunes, et pour montrer aussi la non-crédibilité des positionnements actuels de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac développe un lobbying très fort pour lutter contre les taxes qui sont mises en place dans les différents pays, dont la France, puisqu'on a eu le paquet à 10 €, et donc trafique en fait les chiffres associés au commerce illicite, puisque c'est l'argument toujours qui est avancé par l'industrie du tabac. Plus on augmente les taxes et les prix du tabac, et plus il va y avoir du trafic illicite, et plus les taxes vont échapper à l'État. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres du trafic illicite sont menés, viennent en fait de l'industrie du tabac et qu'on n'a aucun contrôle sur la façon dont ces mesures sont réalisées. Donc, on voit encore vraiment la non-crédibilité du positionnement de l'industrie du tabac par rapport à leurs actes et leurs actes réels. Et si on regarde aussi ce qui se passe dans les pays en voie de développement, c'est la même chose. Il y a un marketing acharné pour cibler les plus jeunes et la population globale dans des pays, des menaces de la part de l'industrie du tabac sur certains États. Je pense notamment par exemple au Népal qui voulait imposer des avertissements graphiques sur les paquets qui ont été menacés par l'industrie du tabac qui refusait que cette mesure soit mise en place. Karine Galopel-Morvan, comment ces entreprises du tabac se sont-elles exemptées de plusieurs lois, de plusieurs règlements depuis autant d'années ? En fait, comme le disait Pascal Dietelm très justement, ça commence à devenir compliqué pour eux parce qu'il y a eu un traité international qui s'appelle la Convention cadre anti-tabac de l'OMS qui les a un petit peu coincés. Et donc, quand les pays signent et votent cette Convention cadre, il y a une obligation de mettre en place une combinaison de mesures pour lutter de manière efficace contre le tabac, dont l'augmentation des prix. Alors, depuis plusieurs années, ces industries ont quand même perdu du marché, comme le disait Pascal Dietelm très justement. On a une baisse globalement dans les pays riches, industrialisés, on a une baisse de la prévalence tabac, donc ces entreprises ont un peu de soucis à se faire effectivement pour la suite. On a même, dans certains pays, on commence à parler de la fin du tabagisme,
ça s'appelle Tobacco Endgame en anglais. Il y a des pays qui ont une prévalence, enfin un pourcentage de fumeurs autour de 10%, qui se posent la question d'arrêter la vente de tabac d'ici les années 2025-2030. Donc on est clairement sur un marché en déclin et l'industrie du tabac essaye de se débattre dans cette configuration-là en rachetant effectivement des produits qu'ils essayent de diffuser sur les publics, hein, e-cigarettes, tabac à chauffer, etc., en faisant un lobbying très fort. Et les dernières stratégies mises en place par l'industrie du tabac sur le lobby, c'est vraiment la menace de la part de leurs avocats, etc., sur certains pays, la menace de porter plainte. C'est ce qu'ils ont par exemple essayé de faire ou fait dans certains pays qui ont voulu adopter ou qui ont adopté le paquet de cigarettes neutres. Donc on sent effectivement une industrie qui est de plus en plus accrochée à son produit tabac, à la cigarette, qui la rapporte beaucoup, mais qui perd vraiment des marchés, de plus en plus de marchés, et qui a une image de plus en plus négative par rapport aux citoyens. Pascal Diethelm, il nous reste 20 secondes. J'aimerais qu'on continue juste à parler du rôle des pouvoirs publics sur la pollution des mégots, par exemple. Les choses changent. La loi pour l'économie circulaire de février 2020 a étendu aux fabricants de cigarettes le devoir de payer une éco-contribution. Que pensez-vous de ce principe de pollueur-payeur ? C'est très bien. Cependant, il ne faut pas confier à ces entreprises le soin d'organiser cette collecte. Ça devrait être contraignant. La convention cadre de l'OMS, dont parlait le professeur Galopel... On le voit, le chiffre, 30 milliards de mégots jetés par terre en France chaque année. Oui. L'industrie, malheureusement, dans les autres pays où c'était l'industrie qui était chargée de ça, les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est très souvent de la poudre aux yeux, c'est-à-dire qu'ils transforment ça en une opération de relations publiques. Merci beaucoup à tous les deux, Pascal Diethelm et Karine Galopel-Morvan, d'avoir débattu aujourd'hui avec nous sur le plateau de Smart Impact. On termine comme chaque jour. Merci beaucoup. On termine comme chaque jour cette émission avec la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, je vous le disais en préambule de cette émission, c'est celle d'Alexandra Baria, cofondatrice d'Eco Brand Bean, ou le nouveau goodies éco-responsable. Merci Alexandra Baria d'être avec nous. Bonjour Eva. Bonjour. Racontez-nous un peu votre parcours de globe-trotteuse et comment vous en êtes arrivée avec votre cofondatrice qui s'appelle Carole Bélanger à créer Eco Brand Bean. Alors on est parti d'une idée toute simple. Il n'y a plus du tout de poubelles dans les voitures. Les constructeurs n'en prévoient plus dans les voitures, dans leur construction de voitures. Donc on se retrouve la plupart du temps avec nos déchets, à plus quoi savoir en faire. Donc nous avons créé un petit collecteur de déchets nomade. Que vous nous montrez. Voilà. Et qu'on peut mettre directement sur le levier de vitesse des véhicules. Donc, ça permet de jeter effectivement tous les déchets qu'on peut rencontrer dans une voiture lors d'un trajet. Si vous avez des enfants, je ne sais pas, la voiture peut ressembler très rapidement à un dépotoir. Donc, il y en a par terre, il y en a dans les portières, il y en a même qui les jettent par les fenêtres. Donc, il y a un sondage d'ailleurs de Vinci Autoroute qui montre qu'il y a plus de 25 tonnes de déchets par jour récoltés sur les routes et autoroutes de France. C'est énorme, ça représente quasiment 10 000 tonnes par an. Pourquoi cet engagement sur la pollution des routes? Pourquoi celui-là et pas un autre? Je pense que c'est un engagement qui peut se passer dans n'importe quel pays, parce qu'effectivement, on le voit bien en ce moment avec le Covid, les masques qui jonchent le sol. Voilà, rien que ça, ça peut donner des idées à d'autres. Et on ne sait jamais quoi faire de nos déchets. Donc effectivement, plutôt que de les jeter, ça me fait mal au cœur de voir tous ces déchets au bord des routes. Collectons-les tous et tout simplement sur ce petit collecteur de déchets. Voilà. Alors, avec quelles entreprises travaillez-vous exactement? Alors, effectivement, au départ, comme Parce que c'est un goodies, hein. Exactement. Donc, vos clients sont des entreprises. Tout à fait, parce qui les offrent à leurs salariés, voilà. À leurs clients eux-mêmes d'ailleurs. Tout à fait, parce que l'autre objectif de ce collecteur de déchets, c'est de pouvoir passer de la pub dessus. C'est quelque chose de très visible parce que les utilisateurs l'ont sous les yeux quasiment tout le temps. Donc, pour faire passer des messages forts d'une entreprise à des clients, par exemple un QR code pour envoyer vers un site internet ou une application, ça peut être un message écologique qui montre l'engagement de l'entreprise pour un développement durable. Ça peut être un numéro d'assistance en cas d'accident, ça peut être plein de choses. Vous faites du sur-mesure. Voilà, exactement. Donc l'entreprise choisit la couleur de son collecteur, on appelle ça la BIN,
et la personnalise comme il veut en fait. Est-ce que ce sont des entreprises qui sont forcément engagées ou qui engagent elles-mêmes leur transition écologique? Elles ont envie de communiquer sur cet aspect-là en particulier? Alors, pas forcément. Il y en a qui veulent juste de la fidélisation client et ça leur permet quand même de s'engager indirectement pour une cause qui est la propreté des routes. Donc effectivement, le secteur automobile, c'est le premier qui s'est tourné vers nous. Ça semblait naturel et évident. Donc, eux nous ont répondu, c'était les premiers clients qu'on a eus en fait. C'était une entreprise du secteur de location de voitures. Et eux ont voulu voir l'impact que ça pouvait avoir éventuellement sur le nettoyage de leur véhicule. Quand les clients ramenaient le véhicule, la plupart du temps, c'est très sale. Et ça s'est dénoté une belle réussite. Voilà, une belle réussite, puisqu'ils ont noté un net gain de temps de nettoyage de leur véhicule. Ce sac est réutilisable? Oui, tout à fait. Combien de fois? Alors, de très nombreuses fois. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai dans la voiture. En fait, on le remplit. On le jette dès qu'on trouve une poubelle et on le réutilise indéfiniment. Ça fait 1 an et demi et j'ai toujours pas changé ma bine. Voilà. Pourquoi le goodies d'entreprise, Alexandra? Qu'est-ce qui fait que le goodies est par définition, est-ce qu'il est polluant par définition? C'est quelque chose que les entreprises donnent à leurs clients, à leurs salariés, des objets qui souvent n'ont pas forcément d'utilité. Là, ça en a une. Effectivement, oui. Qui ne s'est jamais retrouvé avec une clé USB ou un stylo qui ne marchait pas et qu'on retrouve au fond du tiroir? Là, l'entreprise s'engage et permet de communiquer avec un objet qui est utile, responsable et qui dure dans le temps, durable. Ils font passer leur message en même temps. Merci beaucoup, Alexandra Baria, d'avoir été avec nous, nous avoir présenté Eco-Brand Bin. Bin comme pour le... Voilà, exactement. Et c'est comme ça que vous avez appelé votre petit sac. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Demain, vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues à la présentation de ce rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite sur Bismart.